En tant que médecin, j'ai été choquée de découvrir qu'une habitude apparemment inoffensive détruisait silencieusement la joie d'un patient de 65 ans qui arrivait à mon cabinet complètement dévasté par la solitude. Maria Antonia est entrée ce mardi après-midi, les yeux rougis par les pleurs. Veuve depuis 2 ans, elle m'a confié quelque chose qui m'a laissé sans voix et qu'il est urgent de savoir, surtout quand on a plus de 60 ans et qu'on ressent chaque jour ce vide douloureux. Elle m'a raconté qu'elle se réveillait chaque matin avec un terrible sentiment d'inutilité, comme si elle était un fardeau pour tous ceux qui l'entouraient. Ses enfants l'appelaient en moins, ses petits-enfants semblaient toujours occupés, et elle s'est mise à faire quelque chose qui, au début, semblait vertueux, quelque chose que la société enseigne comme étant juste, mais qui empoisonnait littéralement sa capacité à ressentir de la joie. Ce que j'ai découvert ce jour-là a complètement changé ma compréhension de la tristesse après 60 ans. Il existe un comportement que pratiquement tous les adultes plus âgés adoptent, pensant être prévenants et polis, mais qui les pousse en réalité plus profondément dans un isolement émotionnel dévastateur. Au cours de mes années d'observation de centaines de cas de dépression et de solitude chez les personnes âgées, j'ai remarqué un schéma inquiétant. Il y a quelque chose que nous faisons naturellement en vieillissant, surtout les femmes, qui nous transforme en fantômes dans nos propres vies. C'est subtil, socialement acceptable et, pour cette raison même, extrêmement dangereux. Maria Antonia faisait cela tous les jours, plusieurs fois par jour, sans se rendre compte qu'elle construisait des murs invisibles autour d'elle. Et le plus cruel, c'est que plus elle pratiquait cette habitude, plus les gens s'éloignaient d'elle, créant un cercle vicieux d'abandon et de tristesse qui semblait sans fin. Si vous reconnaissez ce sentiment d'être toujours à la périphérie de votre propre vie, de n'être que l'ombre de l'époque où vous vous sentiez important et aimé, sachez qu'il existe une explication neurologique. Après 60 ans, notre cerveau subit des changements qui nous rendent plus sensibles à l'isolement social. Et en adoptant cette habitude spécifique, nous programmons littéralement notre esprit à la souffrance. La tristesse que vous ressentez n'est ni de la faiblesse, ni un manque de foi, ni de l'ingratitude. C'est une réaction naturelle de votre système nerveux à un comportement qui semble juste, mais qui entrave votre capacité à créer un lien authentique avec les personnes que vous aimez. J'ai observé cela à maintes reprises dans mon cabinet. Les gens viennent me voir convaincus d'être un fardeau, d'être mal à l'aise lorsqu'ils expriment leurs besoins, de toujours faire passer les autres en premier. Ils ne se rendent pas compte qu'ils pratiquent une forme d'effacement silencieux. Tapez « oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, si vous vous êtes déjà senti invisible même si vous étiez entouré de votre famille, si vous avez déjà pleuré seul en pensant que personne ne se souciait vraiment de vous. La transformation de Maria Antonia a commencé lorsqu'elle m'a enfin raconté ce qui se passait chaque jour chez elle. C'était un rituel matinal qu'elle considérait comme poli et respectueux, mais qui effaçait peu à peu sa personnalité. Chaque matin, lorsque ses enfants l'appelaient, pressés de partir au travail, Maria Antonia faisait la même chose. Lorsqu'ils lui demandaient comment elle allait, elle répondait toujours « Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi ». Lorsqu'ils évoquaient leurs propres problèmes, elle minimisait immédiatement les difficultés pour ne pas les déranger davantage. À l'heure du déjeuner, lorsque sa voisine venait lui rendre visite, Maria Antonia insistait toujours pour servir, faire plaisir et mettre l'autre à l'aise, même lorsqu'elle était épuisée ou triste. Elle était passée experte dans l'art de dissimuler tout signe de besoin émotionnel. Le soir, seule, lorsqu'elle regardait la télévision, elle fixait son téléphone, espérant que quelqu'un l'appellerait. Mais en même temps, elle se persuadait qu'elle ne devait appeler personne, car ils ont déjà assez de problèmes. C'était comme si elle avait complètement effacé sa propre existence émotionnelle. Le tournant est survenu lorsqu'elle m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur, et que vous avez peut-être pensé aussi. Elle a murmuré, les yeux remplis de larmes. « Docteur, je suis devenue si douée pour ne déranger personne que maintenant. Plus personne ne se souvient de mon existence. » C'est là que j'ai compris l'ampleur du problème. Maria Antonia ne se contentait pas d'être polie ou attentionnée. Elle pratiquait ce que j'appelle l'effacement émotionnel progressif. Chaque fois qu'elle niait ses propres besoins, chaque fois qu'elle faisait semblant d'aller bien alors que ce n'était pas le cas, chaque fois qu'elle faisait passer les autres avant elle,
elle envoyait un message silencieux au monde. Je ne compte pas. Les neurosciences de la tristesse révèlent quelque chose de fascinant à ce sujet. Lorsque nous nions constamment nos besoins émotionnels, notre cerveau interprète cela comme un signe que nous ne sommes vraiment pas importants. C'est comme si nous entraînions notre esprit à se dévaloriser. Au fil des semaines passées à observer le comportement de Maria Antonia, j'ai réalisé qu'elle avait développé une capacité quasi surnaturelle à détecter les besoins des autres et une totale indifférence aux siens. Elle pouvait deviner quand son fils était stressé, rien qu'au ton de sa voix au téléphone. Mais elle était incapable de savoir quand elle-même avait besoin d'affection ou d'attention. Le plus douloureux était de voir à quel point son entourage s'était habitué à cette dynamique. Il croyait sincèrement qu'elle était toujours en bonne santé, toujours disponible, toujours forte. Personne ne soupçonnait que derrière cette façade de tranquillité se cachait une femme qui pleurait seule chaque nuit. C'est alors que j'ai découvert les 3 techniques qui ont complètement changé la vie de Maria Antonia et de dizaines d'autres patients ayant vécu la même situation. Des techniques simples mais révolutionnaires qui permettent de surmonter des années de blackout émotionnel sans paraître égoïste ou gênant. La première technique que j'ai enseignée à Maria Antonia paraît d'une simplicité déconcertante, mais elle est révolutionnaire. Je l'appelle la technique du thermomètre émotionnel, et elle a déjà commencé à transformer sa vie en moins d'1 semaine. J'ai expliqué à Maria Antonia qu'elle avait passé des années à répondre machinalement « je vais bien », sans même vérifier intérieurement ce qu'elle ressentait réellement. C'était comme si son thermomètre émotionnel était cassé, enregistrant toujours la même température, quel que soit le climat intérieur. La technique fonctionne ainsi. Chaque matin, avant même de sortir du lit, elle devrait se poser une question honnête. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 représente une profonde tristesse et 10 une joie sincère, comment me sens-je aujourd'hui? Et voici l'essentiel, elle devrait accepter le résultat, sans jugement, sans se précipiter pour le modifier. Le premier jour, Maria Antonia s'est donné la note de 3. Elle était triste, son mari lui manquait et elle craignait la solitude. Pour la première fois depuis des mois, elle avait pu mettre un nom sur ce qu'elle ressentait et l'exprimer avec intensité. Lorsque son fils l'a appelée pour lui demander comment elle allait, au lieu de répondre automatiquement « ça va », elle a répondu « j'ai une journée difficile aujourd'hui, mon fils ». Le résultat fut surprenant. Son fils, qui raccrochait toujours rapidement, lui demanda ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis longtemps, ils eurent une vraie conversation. Maria Antonia n'eut pas besoin d'inventer des problèmes ni de dramatiser. Elle fut simplement honnête quant à son état émotionnel du moment. La deuxième technique que j'ai développée est la technique de la phrase complète. Elle consiste à observer Maria Antonia s'interrompre systématiquement lorsqu'elle commence à parler de ses besoins. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commencent des phrases sur leurs sentiments sans jamais les terminer. Elles disent des choses comme « j'aimerais », puis s'arrêtent. Ou encore « ce serait bien si », puis changent de sujet. J'ai appris à Maria Antonia à toujours compléter ses phrases émotionnelles. Si elle commençait par « j'aimerais bien », elle devait conclure par « j'aimerais que tu viennes déjeuner dimanche ». Si elle commençait par « ce serait bien si », elle devait ajouter « ce serait bien si on pouvait se parler plus souvent au téléphone ». La différence est extraordinaire. En complétant nos phrases émotionnelles, nous affirmons au monde et à nous-mêmes que nos sentiments et nos désirs sont légitimes et méritent d'être pleinement exprimés. C'est une manière puissante de retrouver le droit d'exister émotionnellement. La troisième technique est apparue lorsque j'ai réalisé que Maria Antonia avait pris l'habitude de toujours poser des questions sur les autres, mais de ne jamais parler spontanément d'elle-même. C'était comme si elle était une professionnelle de l'interview, mais une parfaite inconnue pour elle-même. J'ai appelé cela la technique du partage spontané. À chaque conversation, après avoir demandé comment va l'autre personne, Maria Antonia devrait partager quelque chose de sincère sur sa journée. Pas nécessairement quelque chose de dramatique ou de problématique, mais quelque chose de réel. Par exemple, au lieu de simplement demander à sa voisine comment s'était passée sa journée, Maria Antonia a appris à dire « Ma journée a été paisible. J'ai passé l'après-midi à travailler dans le jardin et cela m'a rendue nostalgique. Je me suis souvenue quand José m'a aidé à planter les roses. »
Ce qui est arrivé à Maria Antonia au cours de la 2e semaine d'application des techniques m'a appris quelque chose de fondamental sur la façon dont la tristesse s'installe après 60 ans. Elle est arrivée au cabinet avec une expression différente, plus vive, mais aussi plus confuse. Elle avait découvert quelque chose de troublant chez elle. Elle m'a raconté qu'en s'entraînant au thermomètre émotionnel, elle s'est rendue compte qu'il y avait des jours où elle ne parvenait même pas à identifier ce qu'elle ressentait. C'était comme si elle avait complètement perdu contact avec son monde intérieur. Elle était devenue si douée pour deviner les émotions des autres qu'elle avait oublié comment reconnaître les siennes. C'est alors que j'ai développé la 4e technique, que j'appelle cartographie des sensations physiques. J'ai expliqué à Maria Antonia que les émotions se manifestent toujours d'abord dans le corps, avant même d'atteindre la conscience. Elle devrait apprendre à lire les signaux que son propre corps lui envoie. Je lui ai appris à faire un rapide scan corporel 3 fois par jour. En partant du front et en descendant jusqu'aux pieds, elle devait noter les endroits où elle ressentait tension, lourdeur, légèreté, chaleur ou froid. Un froncement de sourcils indiquait généralement de l'inquiétude. Une poitrine serrée, de la tristesse ou de l'anxiété. Des épaules tendues, une surcharge émotionnelle. Maria Antonia découvrit qu'elle portait un poids constant sur la poitrine, surtout en fin d'après-midi, lorsque la maison était plus calme. C'était son corps qui lui signalait l'arrivée de la solitude avant même qu'elle n'en prenne conscience. Pour la première fois, elle était capable d'anticiper ses propres besoins émotionnels. La 5e technique est née d'un constat douloureux. Maria Antonia m'a avoué qu'elle était devenue invisible, même à elle-même. Lorsqu'elle passait devant le miroir, elle ne se voyait plus vraiment. C'était comme une ombre vacant à ses occupations ménagères. Elle avait perdu le contact avec sa propre présence physique. J'ai donc créé le rituel de reconnaissance. Chaque jour, au réveil et avant de se coucher, Maria Antonia se regardait dans le miroir et se disait quelque chose de gentil. Pas de simples compliments sur son apparence, mais une reconnaissance sincère de qui elle était. Maria Antonia, tu as bien pris soin de la maison aujourd'hui. Ou tu as été de bonne compagnie pour la voisine quand elle était triste. Cela paraît simple, mais j'ai observé que les personnes qui pratiquent l'effacement émotionnel effacent également leur propre présence physique. Elles cessent de se considérer comme des personnes réelles et importantes. Le rituel de reconnaissance reconstruit ce lien fondamental avec elle-même. La 6e technique a été la plus difficile pour Maria Antonia car elle a nécessité des années de conditionnement social. C'est la technique du non poli. On a appris à beaucoup de femmes de sa génération qu'être une bonne personne signifiait toujours dire oui, toujours être disponible, toujours faire passer les autres en premier. Mais je lui ai expliqué qu'il y avait une différence entre être gentil et être invisible. Être gentil, c'est traiter les autres avec gentillesse, mais aussi être gentil avec soi-même. J'ai appris à Maria Antonia à dire non doucement. Au lieu de toujours tout accepter, elle a appris à dire des choses comme « Je ne peux pas aujourd'hui, mais demain » ou « Je préfère parler plus tard, j'ai besoin de me reposer maintenant ». Le premier « non » en douceur de Maria Antonia a eu lieu lorsque sa fille l'a appelée pour lui demander de garder son petit-fils au moment précis où elle se sentait tendue dans l'après-midi. Au lieu d'accepter d'emblée, elle a répondu « Ma fille, je suis un peu plus sensible aujourd'hui. Il faut que je prenne soin de moi. » Et demain matin, la fille a non seulement compris, mais pour la première fois depuis des années, elle a demandé ce que sa mère ressentait et si elle avait besoin de quelque chose. Bloc 5. Technique finale. La transformation la plus profonde de Maria Antonia s'est produite lorsqu'elle a maîtrisé la 7e et dernière technique, que je considère comme la plus puissante pour dénouer des années de tristesse accumulées. C'est la technique que j'appelle reconstruction narrative personnelle. Au cours de nos rencontres, j'ai réalisé que Maria Antonia avait développé une vision mentale dévastatrice d'elle-même. Elle se considérait comme un fardeau, comme quelqu'un qui dérangeait les autres, comme quelqu'un dont les besoins étaient moins importants que ceux des autres. C'était une histoire qu'elle se racontait chaque jour, et c'était devenu sa vérité absolue. Cette technique consiste à identifier et à réécrire ses récits internes destructeurs. J'ai demandé à Maria Antonia de noter, pendant une semaine, toutes les pensées automatiques qui surgissaient à son sujet. J'ai été choquée de découvrir la cruauté avec laquelle elle se parlait intérieurement. Des pensées comme
Je ne devrais pas les déranger. Ils ont déjà assez de problèmes. Je suis trop vieille pour ça. Je n'ai plus d'importance, lui revenait des dizaines de fois par jour. C'était comme un poison silencieux, minant son estime de soi goutte à goutte, jour après jour. Nous avons donc travaillé à la réécriture. Pour chaque récit destructeur, nous avons créé une version plus réaliste et plus humaine. Je ne devrais déranger personne est devenu « Mes besoins sont légitimes et ceux qui m'aiment veulent savoir comment je vais ». Je suis trop vieux pour ça est devenu « J'ai de l'expérience et de la sagesse qui peuvent m'aider ». Le plus important a été d'apprendre à Maria Antonia à remettre en question ses récits lorsqu'ils surgissaient. Au lieu d'accepter systématiquement la pensée « je suis un fardeau », elle a appris à se demander « est-ce vraiment vrai ou est-ce simplement ma peur qui parle ?» Le changement a été radical. J'ai remarqué qu'en changeant notre façon de nous parler intérieurement, nous changeons aussi notre comportement extérieur. Maria Antonia a commencé à s'estimer par des gestes simples mais significatifs. Elle s'est offert des fleurs, a recommencé à cuisiner ses plats préférés et a appelé une cousine qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Mais le résultat le plus surprenant fut la réaction de son entourage. Quand on cesse de se considérer comme invisible, les autres cessent également de nous percevoir de cette façon. Les enfants de Maria Antonia commencèrent à la solliciter davantage, non seulement pour résoudre des problèmes, mais aussi pour partager des joies. Ses petits-enfants commencèrent à lui rendre visite spontanément. Les neurosciences l'expliquent parfaitement. Lorsque nous modifions notre énergie intérieure, nous modifions également notre présence au monde. Nous ressentons, même inconsciemment, lorsque quelqu'un nous valorise. Et nous réagissons naturellement avec plus de respect et d'affection. 3 mois plus tard, Maria Antonia était méconnaissable. Non pas parce qu'elle avait radicalement changé de personnalité, mais parce qu'elle avait redécouvert des parts d'elle-même endormies depuis des années. Elle était toujours gentille et attentionnée, mais désormais, elle était aussi gentille et attentionnée envers elle-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous reconnaît la douleur ressentie par Maria Antonia. Cela signifie peut-être que vous pratiquez aussi une forme de répression émotionnelle sans vous en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour inverser ce processus. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ce qui suit pourrait vous sauver la vie émotionnelle. Je vous dévoilerai comment appliquer ces techniques de manière encore plus concrète à différentes situations du quotidien. Ce que j'ai découvert en étudiant des centaines de cas comme celui de Maria Antonia a révélé quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la tristesse après 60 ans. Il existe un lien neurologique fascinant entre l'habitude de se fermer émotionnellement et le développement de ce que les neuroscientifiques appellent la dépression silencieuse. Au fil des années d'observation de patients pratiquant le blanchiment émotionnel, j'ai constaté que leur cerveau développait des schémas d'activité spécifiques. La région responsable de la reconnaissance de ses propres besoins, appelée cortex singulaire antérieur, a vu son activité diminuer. C'était comme si le cerveau désapprenait à identifier ses propres états émotionnels. Mais la découverte la plus impressionnante concerne la neuroplasticité après 60 ans. Contrairement à la croyance populaire, notre cerveau conserve une capacité extraordinaire à former de nouvelles connexions, même à un âge avancé. Cela signifie qu'il est possible d'inverser des années de conditionnement autodestructeur, à condition d'appliquer systématiquement les bonnes techniques. Le cas le plus frappant est celui d'une patiente de 72 ans devenue quasiment muette sur le plan émotionnel. Interrogée sur ses sentiments, elle ne répondait que par monosyllabes. Après 6 semaines d'application des techniques, elle a non seulement retrouvé sa capacité à exprimer ses émotions, mais est aussi devenue l'une des personnes les plus expressives que j'ai jamais rencontrées. L'explication réside dans ce que l'on appelle le recablage synaptique dirigé. En nous exerçant consciemment à reconnaître et à exprimer nos émotions, nous créons de nouvelles voies neuronales qui renforcent notre capacité à prendre conscience de nous-mêmes. Il est littéralement possible d'entraîner le cerveau à se valoriser à nouveau. Des études récentes sur le vieillissement émotionnel montrent que les personnes qui maintiennent une expression émotionnelle authentique après 60 ans présentent des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, significativement plus faibles.
Cela signifie qu'apprendre à se valoriser est non seulement une question de bien-être psychologique, mais aussi de santé physique. Ce qui m'étonne le plus, c'est la rapidité avec laquelle ces changements se manifestent dans le corps. Les patients constatent des améliorations du sommeil, de la digestion et de l'énergie physique, directement liées à l'arrêt du repli émotionnel. Le corps réagit littéralement lorsque nous commençons à nous traiter avec bienveillance. Maria Antonia m'a confié quelque chose de profond lors de notre dernier rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle avait découvert qu'être invisible n'était pas une vertu, mais une lente mort, qu'elle avait confondu humilité et autodestruction, gentillesse et invisibilité. Sa transformation a inspiré d'autres patients. J'ai créé un protocole spécifique basé sur les 7 techniques adaptées à différents profils de suppression émotionnelle. Certaines personnes se suppriment par le silence, d'autres par une disponibilité excessive et d'autres encore par le déni constant de leurs propres besoins. Le plus important est de comprendre que ce processus de reconquête de sa présence émotionnelle est un acte de courage. Dans une société qui enseigne souvent aux personnes matures à ne pas déranger les autres, choisir de se valoriser est presque un acte révolutionnaire. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Peut-être une amie qui dit toujours qu'elle va bien, un membre de votre famille qui ne parle jamais de lui, ou simplement pour vous rappeler que vos émotions comptent. Après avoir maîtrisé les 7 techniques fondamentales, j'ai développé un protocole clinique garantissant une transformation émotionnelle constante dans le temps. J'ai constaté que de nombreux patients parvenaient à appliquer ces techniques pendant quelques semaines, mais revenaient ensuite progressivement à leurs anciens schémas d'effacement. Le protocole se déroule en 3 phases distinctes. La première, que j'appelle éveil émotionnel, dure environ 30 jours. Durant cette période, l'accent est mis sur la rupture du processus automatique d'effacement. C'est à ce moment que nous appliquons intensément le thermomètre émotionnel, la technique de la phrase complète et le partage spontané. Durant cette phase initiale, une résistance interne apparaît souvent. Nombreux sont ceux qui se sentent coupables lorsqu'ils commencent à se valoriser, comme s'ils étaient égoïstes. J'ai développé une technique complémentaire appelée « dialogue de culpabilité ». Lorsque la culpabilité surgit, j'apprends à la personne à lui parler comme à un ami inquiet mais mal informé. La deuxième phase est celle de la consolidation de la présence, qui dure de 30 à 60 jours. Nous introduisons alors la cartographie des sensations physiques, le rituel de reconnaissance et le non-doux. C'est à ce stade que les changements deviennent plus visibles pour l'entourage. Les proches commencent à remarquer que la personne est plus présente et communicative. Un élément crucial de cette phase est ce que j'appelle le protocole d'urgence émotionnelle. J'apprends à mes patients à reconnaître les signes indiquant qu'ils retombent dans le trou noir, et nous élaborons un plan spécifique pour ces moments-là. Par exemple, si Maria Antonia réalise qu'elle a passé 3 jours à se contenter de répondre « je vais bien », elle doit immédiatement appeler quelqu'un et lui faire part de ses sentiments. La troisième phase est l'intégration permanente, qui se poursuit indéfiniment. Nous travaillons à reconstruire plus profondément le récit personnel et à créer des rituels personnalisés de soins émotionnels. Chaque personne développe sa propre version des techniques, adaptée à son mode de vie et à sa personnalité. Durant cette phase, j'introduis le concept de curation émotionnelle. Tout comme nous organisons une exposition d'art, nous devons organiser consciemment notre vie émotionnelle. Cela implique de choisir activement le type de conversation, d'activité et de personnes qui nous entourent. Maria Antonia a créé son propre rituel matinal de guérison émotionnelle. Avant de répondre à un appel ou de quitter la maison, elle consacrait 10 minutes à se connecter à elle-même. Elle vérifiait son thermomètre émotionnel, choisissait comment elle voulait se sentir tout au long de la journée et se fixait une intention de bien-être. Un élément essentiel du protocole est le journal des victoires émotionnelles. Nombre de personnes qui pratiquent l'effacement depuis des années ont du mal à reconnaître leur propre progrès. Je leur apprends à consigner quotidiennement les petites victoires, un « non » gentiment dit, un besoin clairement exprimé, un moment d'autocompassion. Le protocole comprend également des stratégies pour gérer les personnes qui résistent à notre transformation. Malheureusement, tout le monde n'est pas ravi que nous cessions d'être invisibles.
Certaines personnes se sont habituées à notre disponibilité permanente et peuvent réagir négativement lorsque nous commençons à fixer des limites saines. Commentez ci-dessous laquelle de ces phases vous parle le plus en ce moment. Êtes-vous en phase d'éveil émotionnel, luttant contre des années d'automatisme? Êtes-vous en phase de consolidation, ressentant les premiers changements? Ou avez-vous besoin d'un travail d'intégration durable? Dites-moi comment je peux vous aider plus spécifiquement. 6 mois après notre première rencontre, Maria Antonia m'a envoyé une photo que je chéris encore aujourd'hui. C'était elle, souriant sincèrement, entourée de ses petits-enfants, lors d'une fête d'anniversaire qu'elle avait organisée pour elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle célébrait sa propre existence. Dans le message accompagnant la photo, elle a écrit quelque chose qui résume parfaitement ce cheminement vers la guérison émotionnelle. « Docteur, j'ai découvert que je n'avais pas disparu. Je me cachais simplement sous tant d'attention envers les autres que j'en oubliais de prendre soin de moi. Maintenant, je sais que je peux être bienveillante envers tout le monde, y compris envers moi-même. » La transformation de Maria Antonia n'était pas un miracle isolé. C'était le résultat naturel de techniques appliquées avec constance et d'amour-propre. Toute personne qui traverse ce processus pour mettre fin à l'affaiblissement émotionnel découvre quelque chose de fondamental. Nous n'avons jamais été un fardeau pour ceux qui nous aiment. Nous avons toujours été un cadeau que nous avons simplement oublié de déballer. Ce qui me touche le plus dans ces transformations, c'est de voir comment la joie authentique revient progressivement. Non pas une joie forcée ou performative, mais cette légèreté naturelle qui surgit lorsque nous cessons de porter le poids invisible de nous considérer comme inférieurs aux autres. La tristesse que vous ressentez peut-être actuellement, ce sentiment de vide, d'invisibilité, d'être une simple ombre dans la vie de ceux que vous aimez, n'est pas votre destin. C'est simplement le résultat d'années d'habitudes émotionnelles qui semblaient vertueuses, mais qui minaient silencieusement votre capacité à vous valoriser. Vous méritez d'être vu, entendu et pris en considération. Vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Vos sentiments sont légitimes. Votre présence au monde fait la différence. Et il n'est jamais trop tard pour inverser des années de refoulement émotionnel. Chaque matin, au réveil, est une nouvelle occasion de pratiquer la bienveillance envers soi-même. Chaque conversation est une occasion de se montrer présent et authentique. Chaque instant est une occasion de choisir de s'apprécier au lieu de se cacher. N'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Non pas par égoïsme, mais parce que c'est seulement en prenant soin de nous-mêmes que nous avons une véritable énergie émotionnelle à offrir aux autres. Ce n'est qu'en nous valorisant que nous pouvons aimer de manière saine et durable. Le vide que vous ressentez peut commencer à se transformer en plénitude. Le sentiment d'inutilité peut laisser place à la reconnaissance de votre valeur unique. La tristesse peut être remplacée par une paix profonde, fruit de l'acceptation et de l'estime de soi. Maria Antonia a aujourd'hui 66 ans et est l'une des personnes les plus dynamiques et présentes que je connaisse. Elle reste gentille et attentionnée, mais cette gentillesse s'étend désormais à elle-même. Et cela a fait toute la différence, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la qualité de ses relations avec son entourage. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.